parler ce matin, il y a Steve Demazeux qui va faire un petit exposé de présentation de son travail. Et puis nous avons après un certain nombre d'intervenants qui sont venus de toutes sortes de bords et qui sont des parties prenantes dans cette polémique et dans cette question à la fois médicale et de plus en plus sociale, hein, de savoir ce que c'est que les classifications psychiatriques. Et c'est la raison pour laquelle on l'a publié dans cette collection qui est donc psychologie, anthropologie, philosophie, puisqu'on pense, mais ce n'est pas une découverte pour la plupart d'entre vous, que ce ne sont pas que des questions médicales, ce sont évidemment des questions anthropologiques et sociologiques majeures. Alors ensuite, je donnerai la parole à Anne Level, qui est à côté de moi. Anne est quelqu'un qui a longuement travaillé, notamment, entre autres choses, sur la psychiatrie américaine. Elle a connu un certain nombre des acteurs, elle a connu personnellement un certain nombre des acteurs du DSM-3, et elle nous dira un petit peu, tu comptais parler de l'oubli du contexte, hein, c'est la formule que j'ai retenue, c'est de l'oubli du contexte dans la production de ces différentes classifications. Ensuite, il y a Patrick Landman, qui est psychiatre. Alors, Anne est anthropologue de la psychiatrie. Ensuite, Patrick Landman, qui est psychiatre et qui est psychanalyste, qui me disait tout à l'heure qu'il y a une formation de juriste et qui est toujours un des animateurs de ce mouvement dont vous avez entendu certainement parler, qui s'appelle Stop DSM, mais qui n'est pas simplement, vous voyez, un mouvement anti-DSM, puisqu'il existe, bien qu'elle soit moins connue, une tradition française de propositions ou de contre-propositions taxinomiques. Alors on connaît bien celle du regretté Roger Misès, qui est décédé il y a quelque temps pour les enfants, et il dira quelque chose peut-être à ce sujet. Puis Julien Daniel Guelfi, qui est professeur émérite de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, à Paris-Descartes, et qui a dirigé les équipes qui ont traduit les versions successives du DSM. Je sais, puisque Steve me l'a dit, que vous comptez remettre le couvert pour le DSM-5. Alors, le professeur Guelfi me disait-il tout à l'heure, est dans le DSM depuis les années 80, puisqu'il a fait traduire donc le DSM-3, puis le DSM-3R, le DSM-4, le DSM-4TR, etc. Et puis Dominique Vintrebert, qui est psychiatre et psychanalyste, qui est chef de pôle donc au Muret, et qui a lui aussi été associé à ces projets alternatifs qui revendiquent, pour aller très vite, mais ils s'en expliqueront dans la discussion, qui revendiquent au fond l'héritage de la clinique classique traditionnelle avec ce qu'on pourrait appeler, alors je ne sais pas si vous les appelez anciennes sans vexer personne, subdivision entre psychose, névrose, etc., dans une tradition qui était celle notamment des grands manuels comme ceux d'Henriet, par exemple, en psychiatrie. Alors, je vais donner tout de suite la parole à Steve. Alors, en fait, ils ne vont pas parler à chaque fois très longtemps. Disons, ils ont pensé faire tenir leurs interventions en 20 minutes, une demi-heure, ce qui permettra, j'espère, à chaque fois, à la fois un échange des questions entre eux, et puis des questions des gens de la salle qui voudraient éventuellement demander des précisions, des choses comme ça. Voilà, donc je passe la parole à Steve. Bonjour, je suis très ravi de vous voir aussi nombreux et de voir beaucoup de visages familiers dans le public. Alors, je ferai un texte de présentation très bref pour laisser place à la discussion avec mes collègues et aussi dans le public, puisque j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions. Alors, je tiens à commencer par quelques remerciements qui, pour le coup, ne sont pas seulement d'usage, mais qui me tiennent particulièrement à cœur. Je veux remercier d'abord les intervenants qui me font l'amitié et l'honneur de venir discuter avec nous ce matin. Dominique Vintrebert, Julien Daniel Guelfi, Patrick Landman, Anne Level aussi. Je suis particulièrement heureux qu'elle soit là. J'étais son post-doctorant au CERMES et c'est quelque chose qui a beaucoup compté. Et Pierre-Henri Castel. Je remercie publiquement et je dis toute mon estime à Pierre-Henri Castel, qui a été très important pour moi dans l'écriture de ce livre, par ses encouragements, par ses conseils. C'est lui qui a lancé en 2008 un projet PHS2M qui a été vraiment très
très important dans la poursuite de mes recherches, qui à la fois dans mon laboratoire d'origine l'IHPST, mais aussi en me permettant de rencontrer des chercheurs du CERMES, comme Anne Lovell, comme Alain Ehrenberg, Nicolas Henkes, Jean-Paul Gaudière et plein d'autres chercheurs. Je remercie enfin les éditions Ithac. J'étais très content que mon livre soit publié là. Je remercie Anna de Staël et très cordialement aussi Anne-Laure Polian, avec qui j'étais en contact régulier ces derniers mois et qui a vraiment fait un travail remarquable. Bon, j'en viens donc au sujet du jour. DSM, grandeur et décadence. Je me suis rendu compte en préparant ce texte que quand j'ai commencé à travailler sur le DSM, c'était en 2006, début d'une thèse, et c'était exactement le moment où le projet du DSM-5 commençait en fait, commençait véritablement. Et j'ai terminé les dernières lignes de ce livre en décembre 2012, au moment précis où la future classification venait de trouver son aval, venait d'être validée par les instances dirigeantes de l'association psychiatrique américaine. Et je pense que le fait d'avoir suivi de très près le déroulement du DSM-5 de 2006 jusqu'à 2012 avec les grandes déclarations au départ qu'il fallait changer de paradigme parce que la classification ne fonctionnait pas, puis des clashs très médiatiques vers 2008-2010, puis ensuite finalement en 2012 l'adoption d'une classification qui n'est pas si différente du DSM-4, je pense que ces débats-là ont beaucoup compté, ont beaucoup pesé dans une certaine tonalité qu'il y a dans mon livre, je dirais peut-être une petite tonalité crépusculaire dans ma manière d'aborder la question du DSM, et qui fait que peut-être l'interprétation que j'ai aujourd'hui des risques, des menaces que pèse le DSM est différente de l'interprétation qu'en propose Patrick Landman, par exemple. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Bref, j'étais un peu en philosophe comme la chouette de Minerve, hein, qui se lève à la tombée de la nuit et qui commence à s'intéresser à un objet quand il commence à faiblir. Et d'une certaine manière, l'histoire du DSM que j'ai faite n'est pas du tout l'histoire de l'avenir, l'histoire d'un avenir en psychiatrie. Au contraire, j'ai insisté, au risque que cela choque, sur le fait qu'il y a un fil tendu dans le DSM, beaucoup plus présent que je m'y attendais, qui relie le DSM à la grande tradition clinique, pardon. Non seulement, j'ai dit quoi? Grande tradition clinique. Non, donc grande tradition clinique, par-delà Kraepelin, à Esquirol, à Pinel, et en ce sens, le DSM m'est apparu comme le dernier avatar du fou au jardin des espèces dont parle Foucault dans son Histoire de la folie. Bref, l'une des convictions qui s'est affermie au cours de mon travail avec le DSM, c'est qu'il y avait une parenthèse qui était peut-être en train de se refermer et qui avait été ouverte avec le DSM-3 qui constitue le point névralgique, le point central de mon livre. Si bien qu'aujourd'hui, si je devais choisir un titre un peu plus audacieux que celui que j'ai choisi pour ce livre, au risque de jouer au prophète, pour le coup, ce serait « Qu'était le DSM ?» C'était quoi le DSM? Alors, c'est très délicat de se prononcer sur le futur du DSM. Peut-être qu'il sortira de la crise très profonde dans laquelle il se trouve, peut-être qu'il renaîtra de ses cendres, mais j'ai tout de même la conviction qu'il y a quelque chose qui vient de se refermer avec la publication de ce DSM, qu'il y a une parenthèse qui avait été ouverte dans les années 70, qui portait des espoirs nouveaux en psychiatrie, et qui s'est refermée avec cet échec que représente le DSM. Et quand je dis échec, je pèse mes mots. Hein. La preuve qu'il s'agit bien d'un échec, c'est que tout le monde, absolument tout le monde, est prêt pour reconnaître que le DSM-5 n'a pas du tout réussi son pari, alors qu'il vient tout juste de publier. Hein. Il suffit de regarder les débats tels qu'ils ont été présentés à San Francisco la semaine dernière, quand il y a eu la présentation officielle du nouveau manuel. Le discours était, on sait que le DSM n'est pas bon, mais on n'a rien de mieux. C'était ça. C'était pas le discours des opposants, c'était le discours des officiels de la psychiatrie américaine. Donc pour vous montrer à quel point la crise est profonde. Autre exemple, Reggier et Kupfer, qui sont les artisans principaux du DSM-5, au début des années 2000, ont construit
toute leur argumentation sur la nécessité de passer à une étape suivante, sur le fait que le DSM-4 était bourré de défauts. Résultat, décembre 2012, Kupfer dit le DSM-5 finalement sera très conservateur parce que on a voulu éviter les risques de changer une classification, sachant qu'aujourd'hui le moindre battement de cils d'un expert du DSM peut déclencher des tornades dans l'institution psychiatrique. Bref, le DSM-5 est un désaveu cinglant de cette volonté qu'il y avait dans le DSM de toujours innover dans les classifications psychiatriques. Alors, pourquoi un tel échec? À quoi tient-il? Pourquoi cette classification qui est si influente, personne n'en dit du bien et pourtant elle reste tout aussi puissante? Pourquoi les espoirs du DSM-3 se sont transformés en un désenchantement? Ce sont des questions, je pense, qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui, et le moment est donc opportun de réfléchir à la situation aujourd'hui, clinique qui, à mon sens, est un peu sans horizon, sans repère, et de réfléchir aussi aux alternatives qui peuvent être menées pour proposer une classification alternative au DSM. C'était l'idée aussi de cette table ronde, de convoquer des spécialistes du DSM, des critiques du DSM, des psychiatres ou des anthropologues qui travaillent sur la nosologie en général. Donc ce sont les questions un peu chaudes qu'on va agiter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre? Donc, je pense qu'on abordera des questions comme la place de la CIM 11 qui est prévue dans 2 ans. Anne Novel fait partie du groupe de travail, donc j'espère qu'elle pourra nous en dire quelques mots. J'espère qu'on parlera aussi des RDoC, cette classification qui vient faire de l'ombre aujourd'hui au DSM-5 aux États-Unis. C'est quoi cette classification? C'est quoi son but? Qu'est-ce qu'ils veulent faire à partir de cela? Et côté français, j'espère qu'on pourra parler du projet d'établir une classification des troubles mentaux adultes sur le modèle de la CFT-MEA. Où en est ce projet? Quels en sont ses fondements? Quelle en est vraiment sa valeur? Est-ce que, en tant que classification, il ne porte aucun des dangers qu'on pourrait attribuer au DSM, si tant est que c'est un sens de comparer les 2 projets? Bon, je suis sûr que toutes ces questions qui sont un peu techniques et abstraites vont laisser place à des questions beaucoup plus fondamentales. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une classification? Pourquoi toujours cette nécessité de mettre des patients dans des cases? Pourquoi sacrifier la singularité du patient à l'autel de la science? Rassurez-vous, je pense que vous repartirez ce matin sans même un embryon de réponse à toutes ces questions, mais j'espère qu'on va pouvoir au moins les poser de manière constructive autour de cette table. Voilà, je vous remercie.